Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, merci. Alors, bonsoir à tous. Alors, moi, de mon côté, donc, je suis membre du groupe local d'Aix-Marseille et je travaille sur l'influence sociale en tant que chargée de recherche en classe au CNRS en psychologie cognitive. J'étudie le mimétisme d'action ou le mimétisme comportemental et on parle aussi de contagion comportementale. Et surtout, je m'intéresse en fait aux facteurs sociaux et non sociaux qui facilitent ce mimétisme d'action, puisque des fois, en effet, nous nous imitons. Donc, c'est un travail de recherche-action que nous effectuons et qui relève de la cognition sociale, mais pas que. Ça relève également de la sociologie pragmatique et de la psychologie sociale, tout en reposant sur les neurosciences cognitives. Alors, pour continuer un petit peu dans ma présentation, qui expliquera un peu le décours de la présentation que je vais faire par rapport au sujet, c'est que j'ai été donc relectrice du rapport de la Shift One Team en 2020, un rapport dirigé par Olivier Pézeron et tutoré par Alex Barré, au CA de la grande époque de la Covid. Donc, le rapport intitulé « Comment faire évoluer les comportements de ses proches vers des pratiques moins carbonées » porte sur le changement de comportement en mode de personne à personne. Et il s'agissait d'un rapport en sociologie incluant en partie le mimétisme d'action. Donc sinon, je suis responsable de la cellule verte de mon laboratoire et animatrice de l'atelier Mater en 180 minutes, que j'aime bien car c'est de la négociation entre collègues pour du concret ensuite, pour décarboner les pratiques, en particulier de la recherche. Et je suis dans l'association 06 Planète qui a déjà monté 3 écolieux qui visent à une faible empreinte environnementale. Voilà, donc c'est toutes ces activités qui m'ont fait shifter mon sujet de recherche au mimétisme d'action entre les personnes pour la propagation des gestes pro-environnementaux au sens large, bien sûr. Alors, donc les activités principales des shifters, c'est les rapports techniques sur les risques et surtout sur les solutions, le lobbying, les fresques et toutes les différentes initiatives de terrain, telles que celles qu'on a vues tout à l'heure. Mais on s'est tous bien rendu compte que donner des informations, sensibiliser sur les dangers en cours, sur le développement du climat et les risques, les dangers, et sur les solutions ne suffit pas à faire évoluer directement les pratiques ou les moyens qui sont alloués au soutien du changement de pratique, c'est-à-dire à toucher les décisionnaires pour changer ces pratiques. Donc, il y a une raison à cela, c'est que l'information sur les risques, sur l'évolution du climat, sur les risques et sur les solutions, ce n'est pas du tout l'information sur le changement de comportement. Donc, il faut donner de l'information sur comment faire exactement, c'est-à-dire montrer, présenter, faire des démonstrations en particulier. Et une autre raison pour laquelle, en fait, sensibiliser au climat, aux conséquences et aux solutions est insuffisant pour shifter la France, c'est, comme l'indique la sociologue Sophie Dubuisson-Kellier, que certaines infrastructures sur le terrain doivent être modifiées au préalable. Donc, typiquement, pour le déploiement du vélo, il faut plus de pistes cyclables. Alors, il existe beaucoup de méthodes pour faire shifter la France, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir pour passer de l'inaction climatique à l'action climatique. Donc, on a bien entendu les manifestations de rue en premier lieu, et selon le sociologue et philosophe Geoffroy de la Gannerie, à moins qu'elles ne soient généralisées à toute la France, elles n'ont pas d'effet. Il dit que les manifestations sont de l'impuissance ou de la résignation acquise. On peut aussi compter sur la présentation de nouveaux imaginaires pour faire shifter les Français et en retour faire shifter ceux qui ont le pouvoir, donc la France, puisque les politiques suivent les Français en principe. Donc, voir à ce sujet la dernière Univers Shifté, bien sûr. Et une implémentation efficace, moi, dont j'ai été témoin, c'est celle du travail de l'association Les Villes en Transition, l'idée par Rob Hopkins, qui a fait des conférences à l'international. Et venu en janvier 2020 à Marseille, il a contribué à faire shifter les Marseillais pendant la Covid. Alors, notamment, les actions pro-environnementales ont pris leur envol dans la ville. Et Marseille dispose maintenant d'une association, les Villes en Transition.
Sinon, on a bien entendu les exemples d'influence directe des politiques locales telles que celles présentées par les deux groupes locaux tout à l'heure, en participant aux concertations, en faisant face, entre autres, aux personnes qui ont le pouvoir. On a également la méthode décrite dans le rapport de la Chief Point Team, mais c'est très coûteux en temps et ça touche peu de personnes qui ont le pouvoir, mais très efficace en revanche. Et il existe un certain nombre de modes d'influence que je vais juste lister ici, mais que je ne vais pas détailler. Certains parlent d'eux-mêmes. Le premier, c'est comme mode d'influence, c'est la soumission à l'autorité. Ça parle de soi. Le conformisme. Alors, le conformisme, c'est se conformer à des comportements, mais sans pour autant, en fait, y adhérer. La normalisation, c'est en revanche le fait de parvenir avec le dialogue à, on va dire, une sorte de consensus ou une nouvelle norme. C'est le genre de choses qui peuvent se voir assez souvent. Après, on a l'influence majoritaire et on a l'influence minoritaire, et c'est celle que nous souhaitons, nous, finalement. On a la comparaison sociale, qui, elle, relève, par exemple, du type d'exemple suivant, entre, je ne sais pas, 1970 et 2023, tant de pourcents de la population française a changé ou est passé, par exemple, au compostage. Voilà, pour montrer, en fait, l'évolution, en fait, d'une pratique. Et puis, on a le mimétisme. Et donc là, pour passer de l'inaction climatique à l'action climatique, voilà, j'ai pour ma part choisi cette approche, le mimétisme d'action, parce que c'est la seule action, c'est la seule méthode, selon moi, qui soit à notre portée techniquement et financièrement. C'est-à-dire, d'une part, à titre individuel, donc avec nos petits muscles, et les moyens territoriaux, puisqu'on est bien d'accord que là, on est au niveau territorial. Donc, on peut faire percoler les pratiques pro-environnementales auprès des personnes qui ont le pouvoir grâce à l'influence sociale directe en se fondant sur le mimétisme d'action. Et on peut également avancer vers le point de basculement du nombre de personnes qui, en retour, va faire évoluer, va faire shifter la France. Alors, qu'est-ce que le mimétisme d'action? On y arrive entre les personnes. Donc, il s'avère qu'en présence d'un tiers, notre cerveau traite non seulement les informations liées à notre corps, mais aussi les informations liées au tiers, via la vision et l'audition. Donc, précisément, en fait, notre cerveau, il active une représentation et des actes et de la prosodie du tiers, en plus de celle de nos propres actions. Donc, lors d'une interaction, on est concrètement imprégné des actions de l'autre. On parle de résonance motrice qui va soit être inhibée la plupart du temps, on est bien d'accord, soit pas. Et soit pas, c'est comme ça que, par exemple, typiquement, si lors d'une interaction, on se recule sur notre chaise en croisant les bras, en se reculant, souvent l'autre est amené à en faire de même. Et ça, on en a tous été témoins. Si une fille en interaction avec une amie se met à se tortiller les cheveux, sa copine est susceptible de le faire aussi. Et ça, on le voit régulièrement. Pour ma part, je connais un cabinet vétérinaire où le responsable a des tics de langage qui se sont propagés à tous ses employés, etc. On parle donc de résonance motrice d'une personne à l'autre. Et la résonance motrice, pour la petite histoire, est soutenue par le système des neurones miroirs dans le cerveau. Donc, tout individu est susceptible de présenter un comportement imitatif qui s'exprimera plus ou moins selon certaines conditions. Donc, c'est un processus cognitif bas niveau et automatique en jeu pour l'apprentissage des gestes à tout âge. Le mimétisme d'action, il y a un endroit où il est mobilisé, c'est par exemple dans les associations qui luttent contre le diabète. Alors, comment procèdent ces associations? Donc, elles vont transmettre en première instance des informations sur les risques pour la santé et sur les solutions, c'est-à-dire ce qu'il faut arrêter de manger et ce qu'il faut manger. Donc, vous voyez un petit peu l'analogie avec la problématique dans laquelle nous sommes. Puis, en groupe, ces personnes, elles vont faire des courses ensemble, de denrées qu'elles n'ont pas l'habitude d'acheter, elles vont cuisiner ensemble, elles vont partager un repas, et c'est dans ces activités qu'intervient le mimétisme d'action. Et toutes ces actions, elles sont effectuées dans un cadre sympathique, c'est-à-dire que des émotions positives sont à l'œuvre, bien sûr. Ce
qui veut dire aussi qu'il y a du renoncement à certaines pratiques et à certains amis, certaines communautés. Et il s'agit aussi de faire changer l'alimentation de la famille pour gérer cette question de diabète. Donc, on a vraiment une analogie là avec cet aspect-là par rapport à la problématique dans laquelle nous sommes. Et donc, pour ma part, en tant que chercheur, je démarre en partenariat 2 études de recherche-action sur les facteurs qui modulent justement le mimétisme d'action entre les personnes pour les activités de désimperméabilisation des sols, la culture de l'eau ou gestion intégrée de l'eau, on l'appelle également comme ça, et la culture des végétaux. Donc, le but, pour ces activités, c'est de retenir l'eau dans les sols, dans les pentes, pour renaturer, faire des îlots de fraîcheur, remplir les nappes et limiter les inondations. Donc, à Marseille, on a commencé des opérations donc, de cassage de dalles et de bitume, et donc des démonstrations de casser des dalles et du bitume dans les campus universitaires, des aménagements pour la gestion intégrée de l'eau et des plantations adaptées. Donc, les cibles de ces démonstrations, c'est les politiques, les chefs de service et tout type de professionnels, les universitaires et les étudiants également, et les citoyens du quartier. Donc, c'est des travaux qui sont cofinancés par Aix-Marseille Université et l'Agence de l'eau, et un projet européen également qui vise à développer en fait des démonstrateurs de solutions fondées sur la nature en Europe. Pour la partie en fait sciences humaines et sociales, c'est une thèse Agence de l'eau qui finance l'étude des facteurs qui vont faciliter la propagation de toutes ces activités dans la ville de Marseille. L'Agence de l'eau est intéressée puisque la tuyauterie sous Marseille est insuffisante pour récolter les potentiels déluges à venir. Une autre application sera rurale et elle va porter sur 4 bassins versants du Rhône, et il y aura des démonstrations de pratiques et des dialogues territoriaux, c'est-à-dire des concertations, comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure, autour de la problématique de la rétention de l'eau dans les pentes. Donc, seront présentés en fait différents types d'aménagements de rétention de l'eau et des plantations. C'est l'hydrologie régénérative. Et les cibles dans ces cas de démonstration, ça va être les politiques, les chefs de service, les Comcom, les professionnels de tout type, les propriétaires, les agriculteurs. Ce projet, il est dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt encore de l'Agence de l'eau, déposé par l'agence PUHR pour une hydrologie régénérative dans laquelle je suis, et dans laquelle il y a par exemple l'hydrologue Charlène Descolonges. Donc, on étudiera plus précisément les facteurs qui modulent le mimétisme d'action entre les individus, comme pour les facteurs sociaux, la qualité du démonstrateur, c'est-à-dire est-ce que ça fait une différence d'être un expert ou d'être plutôt de la communauté, des personnes dont on veut, en fait, chez lesquelles on veut provoquer une propagation des activités. Est-ce que le nombre de démonstrateurs, c'est important? Est-ce que la position du démonstrateur ou des démonstrateurs par rapport aux participants, c'est important? Ou est-ce que le nombre de participants, c'est important aussi? On peut se poser cette question-là. Comme facteur non social qu'on va tester, c'est par exemple l'effet de la présentation d'informations climat-énergie ou encore des techniques qui sont directement liées aux travaux d'aménagement. Donc, on s'attend à des taches d'huile en local de ces pratiques et à un effet boule de neige à plus grande échelle et finalement un effet bottom-up, puisque le politique fait ce que demande le citoyen en principe. Voilà, il ne fait aucun doute que tous les modes d'action sont complémentaires et nécessaires pour faire shifter ceux qui ont le pouvoir, soit eux directement, soit par la masse de citoyens qui, elle, fait shifter en fait ceux qui ont le pouvoir. Alors, à ce jour, donc l'efficacité de toutes les méthodes existantes n'a pas été étudiée, mais on a par exemple une méta-analyse de 2023 qui indique que des interventions basées sur la cognition sociale et touchées au porte-monnaie sont les outils les plus efficaces, les méthodes les plus efficaces pour faire changer les comportements, tandis que l'information sur les risques et le retour d'informations sur nos comportements, comme par exemple la consommation d'eau ou la consommation d'électricité, sont les moins efficaces. Voilà, je souhaite finalement évoquer qu'au sein du groupe local d'Aix-Marseille, nous sommes 3 shifters dans une association de végétalisation, Pachamama, qui est présidée par Marc Termine,
dont deux académiques, comme on dit, Benjamin de Montsabert et moi-même. Et dans cette association, en fait, avec des événements festifs, des fresques, des sensibilisations aux îlots de chaleur, de la musique, des repas, l'objectif, c'est de faire tache d'huile avec des actions de culture de l'eau et des végétaux à quelques centaines de mètres de chez soi, puisque c'est pratique et accessible. Ce afin de toucher les personnes donc, de proche en proche, donc en commençant par les personnes qui sont concernées, mais finalement, eh bien, par mimétisme, par les personnes qui sont moins concernées, mais aussi, bien sûr, d'inclure d'autres registres, la réparation de vélo, la prise en main d'un vélo, manger moins carné, jusqu'à atteindre bien d'autres registres, en fait. Sachant que les politiques sont déjà impliquées, en fait, dans ces situations de végétalisation. Soit partir finalement de la végétalisation pour faire du débordement vers d'autres, spillover, comme on dit en anglais, à d'autres registres et personnes. Voilà, donc au sujet des perspectives sur les actions climatiques qui pourraient être développées par les shifters, qui sont une force inégalée au plan national et qui se développent maintenant à l'international, une première option serait de développer cette démarche de culture de l'eau et des végétaux et des autres registres, bien sûr, via les shifters. Et sinon, une autre perspective qui serait bien serait de rajouter un module de passage à l'action par mimétisme d'action aux fresques présentées dans les milieux professionnels. Donc, ce qui reste à concevoir et à développer, bien sûr. Pour résumer, le message à emporter ce soir que j'aurais à transmettre, c'est que l'enjeu n'est plus tant d'informer sur le climat et les dangers et les solutions, mais de concrètement aider au changement de comportement et de pratique. Voilà, je vous remercie. Merci Florence, merci. Conclusion aussi. Il y a un écho. Je vais voir. Ouais, peut-être que là c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, merci beaucoup Florence. Tu as 2 questions dans le chat. Et j'invite aussi ceux qui en fait ont aussi été intervenants à participer et à aussi poser leurs questions à l'oral aux autres intervenants pour voir si on peut un peu créer des dynamiques. Je trouve ça très intéressant qu'on ait eu d'une part en fait une vision assez globale des actions que menaient les shifters sur les différents plans, notamment les différentes échelons, les différentes échelles administratives plutôt. Et aussi concrètement sur le terrain, comment ça se passait avec les élus locaux, les projets routiers, les concertations publiques. Sans oublier non plus les avancées qui existent en sociologie et en sciences cognitives, qui nous permettent de peut-être développer de nouveaux outils, un peu plus d'horizontalité et de compréhension aussi des dynamiques individuelles pour aider au changement sans que ça soit vécu comme quelque chose de difficile ou contraignant par les individus. Donc voilà, si quelqu'un parmi les intervenants ou parmi les auditeurs veut prendre la parole pour poser une question, voilà, Alexandre, je t'invite à poser ta question. Ouais, moi, c'était juste pour faire un complément. C'est pas une question, c'est plus un commentaire. C'était pour dire que au-delà même de tout ce qu'on a dit là comme actions, qui sont des actions très concrètes, avec des objectifs, etc., l'influence de l'action publique par les shifters, elle est par leur existence même. C'est-à-dire que les shifters, c'est une communauté assez large. Qui se retrouve sur un certain nombre de discours, qui élabore des discours, qui pense, qui synthétise des idées. Et ça, c'est évidemment très difficilement quantifiable pour savoir pour connaître l'impact que ça a. Mais l'impact, il est là et il est important. C'est-à-dire le fait même d'avoir une communauté sans que chaque acteur se sente responsable d'une action particulière, ça fait caisse de résonance en fait. Et rien que ça, c'est quand même important. Donc voilà, c'est un élément qu'on n'a pas du tout abordé ici parce qu'en fait, on a beaucoup parlé d'actions ciblées, d'actions volontaires. Mais le fait même d'exister, c'est une influence importante. Merci Alexandre. C'est vrai que justement, Julien était très attaché à l'idée de fenêtre d'Overton et c'est vrai que rien que le fait d'exister et de pouvoir aussi, on va dire, vulgariser l'approche scientifique des problématiques, c'est une bonne chose. Florence, du coup, j'en profite pour te poser 2 questions qui étaient dans le chat. Déjà, est-ce que tu peux partager le lien de la méta-analyse que tu mentionnais de 2023 dans le chat?
Et est-ce que, finalement, on peut s'inspirer des approches qui ont émergé du domaine de la santé publique pour ce qui concerne le changement de comportement individuel et de groupe? Oui, bien sûr qu'on peut s'en inspirer. Moi, mais elles sont du même ordre plus ou moins. Enfin, quand j'ai parlé du diabète, c'est une émanation en fait des approches de santé publique, en fait. Mais la chose, c'est que les approches de santé publique, souvent, ça vient d'en haut et ça diffuse, tandis que nous, il faut qu'on les mette en place par nous-mêmes, quoi, en fait. Donc, souvent, c'est un peu un rouleau compresseur. Donc, je ne sais pas comment on peut faire diffuser ce genre d'approche, en fait, quand on est citoyen. Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et oui, il faut que je retrouve le lien, mais là, je ne pense pas que je vais arriver à le faire. Donc, peut-être le faire passer. Peut-être le faire passer plus tard et le mettre sur la page où il y aura la vidéo. Oui, effectivement, on pourra faire ça. On va faire ça. Ça, c'est bien. OK. Merci. OK. Merci pour ta réponse, Florence. Est-ce que tu peux recouper ton micro pour éviter voilà, merci, l'écho. J'en profite, pour sélectionner, une autre question et si jamais, quelqu'un veut vraiment mettre en avant sa question, c'est le moment, vraiment, il ne faut pas hésiter. C'est une question qui est plutôt, en fait, on va dire, trans-intervenant, qui est, comment faire initier une action de transition vers des mobilités douces sur une petite commune ou communauté de communes? Donc en fait, j'imagine que, c'est comment convaincre, les individus de cette commune, à passer vers une mobilité douce. Alors même qu'il n'y a pas forcément, on va dire, de visibilité, de la contrainte, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de pollution ou voilà, vu qu'on est dans une petite commune. Ouais, Guillaume, on t'écoute. Alors, j'ai pas la réponse clé en main. Par rapport à ce qui vient d'être dit sur le mimétisme, je pense, j'ai pas de chiffres ou de trucs pour dire que ça marche fondamentalement, mais je pense que le mimétisme d'une commune vers une autre est aussi quelque chose qui peut fonctionner. Et regarder ce qui se fait ailleurs et citer ce qui se fait ailleurs. Et alors, il faut que je retrouve la référence exacte, mais il y a un projet une ligne de train qui était un peu en train de sombrer, on va dire. Et la logique, généralement, quand ça arrive, c'est de dire on réduit la fréquence et comme ça, le peu de gens qui prennent encore le train vont se regrouper sur le peu de trains qui circulent et ça va les remplir un peu plus et on aura un meilleur ratio coût-bénéfice, quoi. Et il y a une région ou une localité qui a décidé de faire exactement l'inverse, c'est que comme la fréquentation baissait, ils ont doublé le nombre de trains sur la ligne et du coup la fréquentation est remontée. Parce que l'induction de trafic, encore une fois, ça marche, y compris sur le rail. Et en parallèle, ils ont fait aussi des pistes cyclables des voies vertes ou des pistes cyclables de manière à ce que toutes les villes, enfin les communes de moins de 10 km d'une gare puissent aller à la gare à vélo. Et ça aussi, ça a aidé vachement à ce que les gens fassent de l'intermodalité train plus vélo. Typiquement, c'est le genre d'exemple qui peut être visibilisé pour dire, regardez, là-bas, ça marche, ils sont pas plus cons que nous, il n'y a pas de raison que ça marche, ou nous, on est pas plus cons qu'eux, pardon. Il n'y a pas de raison que ça marche pas chez nous, quoi. Et ça peut être un vecteur via le mimétisme, l'inspiration et montrer ce qui marche. Voilà. Après, sinon, je sais pas plus. Merci beaucoup pour ton intervention et c'est vrai que, c'est très surprenant de voir qu'en doublant le nombre de trajets disponibles, par jour, enfin en tout cas en l'augmentant, on peut aussi augmenter la fréquentation du train. Ouais. Je vois qu'il y a une autre question, donc en tant que citoyen, c'est aussi mettre en lumière ses super pouvoirs et pouvoir répondre aux questions que l'on a souvent dans les conférences TTS. Comment mettre cela en mouvement? Question à Florence sur son angle de vue neurosciences et sous l'angle sociologique de Bertrand. Parce que oui, effectivement, on a très vite, des réflexions: «À quoi bon? À mon avis, c'est une goutte d'eau», et cetera. Ouais, voilà. Bertrand, je t'en prie. Là, est-ce que la question, c'est de mettre en mouvement ou est-ce que la question, c'est
il s'agit d'une goutte d'eau parce que ce n'est pas du tout la même chose. S'il s'agit de mettre en mouvement, ça suppose effectivement de rencontrer un besoin. Donc, l'idée qu'on va mettre en mouvement les publics, c'est une question un peu compliquée et qui suppose que on a une action qui va transformer les autres. Or, si on n'est pas d'abord dans un dialogue autour de leur situation, à l'écoute des problèmes qui se posent, je pense que on n'arrivera pas à construire quelque chose avec eux. Et à mon avis, il y a des questions qu'il faut retourner en n'essayant pas de mobiliser les personnes, mais plutôt en se disant qu'est-ce qu'ils nous disent de leur situation et comment je peux éventuellement être à l'écoute des besoins que ça suppose et de ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est vraiment une posture du dialogue, en quelque sorte, autour du postulat que les personnes sont en capacité de définir leurs besoins. Alors, c'est une posture un peu positive, mais en tout cas, on est bien obligé de partir de cette posture, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les politiques, puisque c'est là où c'est aussi quand ils viennent nous solliciter qu'on peut commencer à construire quelque chose avec eux. Et de façon générale, avec le public, je pense que ça renvoie à cette, non pas à cette volonté de vouloir les mobiliser, mais à ce souci d'être à l'écoute de ce qui fait sens pour eux, en quelque sorte. D'accord, merci Bertrand. Donc, partir enfin, finalement, le besoin motive les gens à l'action, quoi. Si on part pas des gens, je pense qu'on aura du mal à les mobiliser. Cette idée de les mobiliser suppose que alors, c'est la question de la mobilisation et de la motivation. La motivation, elle vient de la personne et elle va correspondre soit au problème qui se pose pour elle, soit à l'envie de participer à quelque chose de l'action citoyenne, bien évidemment, mais ça, on ne peut pas le susciter. C'est les personnes eux-mêmes qui vont faire la démarche. La question, c'est comment on est à l'écoute des opportunités que peuvent nous offrir les personnes qu'on rencontre. Et ça suppose d'être vraiment d'abord à l'écoute de ce qu'elles nous disent avant de leur dire ce que vous devriez faire en quelque sorte. Voilà. Parce que ça reste une position surplombante et non pas une position de dialogue avec les acteurs qu'on rencontre. Alors, toute la difficulté, c'est de rencontrer les acteurs et là, il faut créer des opportunités. Mais ensuite, la question, c'est la posture qu'on va adopter pour effectivement donner le sentiment qu'on est d'abord à l'écoute de ce qu'ils ont, eux, à apporter et non pas dans la volonté de vouloir les mobiliser en quelque sorte. Merci Bertrand. Florence, j'ai désactivé ton micro, mais je t'invite à le réactiver. Ouais. Alors, donc du coup, moi, je pense que l'approche dont parle Bertrand, elle est valable effectivement dans un certain nombre de cas. Et je pense que les différentes approches sont complémentaires. Moi, je me positionne vraiment dans une toute autre approche, qui est de se dire, profitons en fait de ce mécanisme d'imitation qui existe, qui est là, pour mobiliser en fait déjà les personnes qui sont mobilisables et finalement que par contagion, ça se développe. Parce que ça en intéressera un certain nombre de toute façon à la base et que c'est susceptible de contagionner d'autres personnes. Et finalement, les gens qui trouvent leurs besoins dans ces activités-là, elles iront. Et peut-être que d'autres vont déclarer un nouveau besoin ou intérêt, et finalement, ça évoluera. Voilà, donc c'est vraiment pas la même démarche, mais c'est complémentaire, c'est ce que je pense. Et par ailleurs, je voudrais ajouter, alors aussi dans la question, il y avait la notion de à quoi bon, des aquabonistes, si j'ai bien compris. Je ne vois pas qu'on puisse baisser les bras, moi, je pense qu'il faut au contraire mettre le paquet sur le fait, sur tous ces soutiens finalement au changement de comportement. C'est un peu toujours la même question, cette question de à quoi bon. Chacun se positionne par rapport à ça. Je crois qu'on est mieux tous à œuvrer qu'à ne pas faire. Je ne sais pas si on n'agit pas, de toute façon, on rentre en éco-anxiété, donc autant faire. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une dernière question, promis, qui est sur donc je vais la dire en entier. Donc voilà, merci pour ces interventions très intéressantes. Le mimétisme d'action, la cognition sociale et le porte-monnaie sont les principaux déterminants d'après Florence. Les contraintes physiques et les conséquences des changements en inflation, pression sociale, tarissement des ressources et approvisionnement ne vont-ils pas agir plus rapidement que les démarches expérimentales? Moi, je ne fais que rapporter ce qu'a dit une méta-analyse. Déjà, c'est possible que oui, mais c'est possible que non, que effectivement, les risques soient, enfin, les catastrophes soient si fréquentes et si fortes que voilà. Ben, je n'ai pas de boule de cristal, mais l'idée, donc en fait, c'est plutôt un questionnement sur tester les facteurs ou pas qui facilitent le mimétisme. Moi, pour le moment, je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'avancer de cette manière-là. Maintenant, si on peut avancer plus vite sans faire des expérimentations, allons-y, c'est évident. C'était un peu la question à quoi sert la recherche, si j'ai bien compris. Là-dedans, si on peut faire plus vite que de la recherche, moi je suis preneuse et je veux bien ne pas expérimenter. Alors il existe effectivement, il n'y a pas j'ai pas trouvé de revue de questions qui montre c'est telle façon de faire qui est la meilleure. Je veux dire quelque chose qui soit exhaustif. Et en fait, à dire le vrai, là nous y attelons avec la nouvelle doctorante avec laquelle je travaille, on va en faire un livre. Voilà, ça va prendre le temps d'un livre pour avoir les recettes. Moi, c'est mon métier, c'est ce que je sais faire. Expérimenter, c'est fait de valider derrière. Maintenant, moi, je veux bien ne pas expérimenter et aller directement sur le terrain, mais ce n'est pas mon métier, je n'ai pas les moyens et j'aimerais bien faire ça. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas et personne ne le peut. On voit bien qu'on est dans un immobilisme complet. Donc, moi, je prends toute méthode qui sera la plus efficace, en tout cas. Voilà. Merci Florence.